Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Je suis Ayat Kamissi. Je suis Sylvain Barriot. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un accompagnement particulier, celui où la mort est déjà là, en arrière-plan, dès les premiers entretiens. Alors cet épisode parlera donc de la fin de vie, mais aussi de présence, de dignité et peut-être d'impuissance, et de ce que signifie rester humain dans la relation d'accompagnement. En effet, que se passe-t-il dans la relation quand le temps devient compté ? Pour ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Lafitte, psychologue, et Laurie-Madrine Magdelaine, infirmière. Mesdames, bonjour, bienvenue à ce micro. Bonjour. Alors, Marie, c'est toi qui vas nous raconter ton histoire aujourd'hui. Mais avant que tu nous la racontes, on va vous laisser le temps de vous présenter. Et pour juste petit rappel, on est au café Le Petit Grain. Donc toujours. si vous entendez du bruit, c'est normal, on est dans un bar et certains ont des bières à la main. Ça vit. Exactement. Je commence. Oui, je t'en prie. Donc je suis Marie Lafitte, je suis psychologue clinicienne. J'ai une pratique libérale depuis 8 ans maintenant et quelques années en institution. Ça fait 3 ans que je ne fais que du libéral. Et voilà. Très bien. Et moi, je suis Laurie, je suis infirmière depuis 2016 et j'ai travaillé en médecine d'accompagnement. C'est plus le cas aujourd'hui, mais je suis dans une structure médico-sociale maintenant, mais j'ai pas mal d'expérience dans le soin palliatif. Ok, bienvenue mesdames. Marie, on te laisse raconter ton histoire. Alors moi je vais vous parler d'Ondine, que j'ai renommée bien sûr pour l'occasion, et qui est une femme qui m'a peut-être accompagnée autant que je l'ai accompagnée. Elle m'a contactée au départ pour des questions existentielles, notamment autour de la maladie, de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et nous prenons rendez-vous. Vraiment quelque chose d'assez classique. Et le jour où elle arrive, je vois une femme complètement bouleversée qui avait appris la veille qu'elle avait un cancer des ovaires à un stade assez avancé. Donc voilà. Au moment où elle prend rendez-vous, il n'y a pas du tout ça. Elle passe des examens, elle pense que c'est une endométriose qui flambe. Voilà, elle est vraiment à des kilomètres de ce qui l'attend. Ah ouais. Et d'ailleurs, pendant le suivi plus tard, elle dira à plusieurs reprises qu'elle devait le sentir et que c'est pour ça qu'elle avait pris rendez-vous. Mais le suivi était en lien avec l'annonce de la maladie ou elle avait pris Elle n'avait aucun rapport. Vraiment un gros contraste. Et puis, comme c'est une histoire qui joue avec les bords du cadre, ça avait commencé comme ça puisqu'elle m'était adressée par une amie elle avait, voilà, je m'étais vraiment questionnée sur est-ce que j'accepte de recevoir cette femme ou pas, puisque c'est la collègue d'une très bonne amie à moi. Et en parlant en supervision avec ma propre thérapeute, banco. Ok. Voilà. Ouais, tu acceptes de l'accompagner. Voilà, sans savoir une seconde que je vais accompagner en fait une fin de vie. Ok. Et donc mince. Et, comment ça se passe les premières secondes quand elle t'annonce ça en fait ? Parce que finalement toi... En fait pour moi ça vient balayer tous mes questionnements à moi. C'est-à-dire tous mes trucs de est-ce que c'est bien, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que paradoxalement qui pourrait se poser encore plus dans la manière dont elle s'installe dans le fauteuil en face de moi. Il y a quelque chose d'elle qui se pose là et qui s'installe et qui, comme une confiance qu'elle met. Je pense que ça l'aide en fait de savoir que je suis l'amie de son amie. D'accord. Et au final, il y a un parti pris qui vient, qui est assis entre nous par moment, qui est dit par d'autres, qui est qu'en fait la maladie, ok, elle est là. Mais c'est pas pour ça qu'elle vient me voir au départ. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une espérance de vie qui est quand même à 5 ans très compromise qu'on va pas bosser, quoi. D'accord. Et on s'y met. Et il y aura une période de rémission. Ouais.
Il y a de l'espoir. Voilà, et puis finalement de la fin de vie. Et là, on bascule. Mais au final, ce qui était très beau pour moi dans cet accompagnement, c'est comment elle a pu passer d'une femme qui n'arrive pas à s'affirmer à quelqu'un qui s'affirme, qui ose tenir tête à plein de choses, et qui, oui, il y a la maladie, mais au final, jusqu'au bout, il y a de la vie. D'accord. Voilà. Et je crois qu'en l'évoquant aujourd'hui, j'avais un peu envie de lui rendre hommage. Bah oui, on lui rend hommage. Ouais. Et parce que tu disais quand même que vous aviez un lien à la base. Elle est orientée par une amie, donc il y a une relation de confiance qui est là dès le départ. Mais j'entendais aussi que tu disais très vite on se met au travail, donc tu as quand même ta posture professionnelle. Mais est-ce que le flou du cadre, il a changé ta posture en tant que thérapeute ? Et vu tout ce contexte de elle vient à la base pour quelque chose, mais finalement vous allez peut-être aborder autre chose, ou finalement vous allez tout aborder, toute la vie en fait finalement. La question du cadre, elle est venue dans des moments très émotionnels, où en fait, que ce soit les colères qu'elle pouvait traverser vis-à-vis de la maladie, ou vis-à-vis de sa mère, comme plein de gens, ou des moments de très très grande vulnérabilité. La question pour moi, c'était de marcher sur ce fil où être dans mon humanité en fait, c'est-à-dire je lui ai offert mes bras par moments pour qu'elle puisse pleurer, ce qui ferait hurler certains psychologues, mais voilà, c'est-à-dire que dans un moment de grande détresse où sa famille elle-même était en grande détresse, puisque sa mère n'était pas à ce moment-là, elle a été elle a été super sa mère, mais il y a eu des moments où c'était pas possible la communication comme elle en aurait eu besoin, et donc d'arriver à me glisser à cette place-là proche, sans m'y noyer. Enfin, sincèrement, c'était un moment où j'ai accompagné mes grands-mères en fin de vie. Donc c'est quelque chose que j'avais pu bosser. Donc ça m'a, je pense, aussi permis, moi, de l'avoir traversé au niveau personnel, de ne pas être débordée dans un contre-transfert trop fort. Voilà. Oui. Et le risque, c'était peut-être d'être submergée. Comment on fait, Laurie, parce que toi, tu étais plutôt dans du pratico-pratique, de la technique, on va dire, dans l'accompagnement de fin de vie. Quelle place on trouve en tant que professionnelle, infirmière, entre les familles et finalement comment on dit, le bénéficiaire de quoi, du soin, le patient. Ouais. Y a un lien forcément qui se fait avec le patient, avec les familles. On s'y attache. Après, l'important, c'est de garder quand même une posture professionnelle, mais les transferts sont fréquents. Mais non, bien sûr qu'on se lie en fait à ce patient, parce qu'on vit avec lui cette fin de vie tout en l'accompagnant, mais c'est fort ce qui se passe en soins PAL. Et parce que du coup, toi, Marie, c'est un peu une annonce soudaine. Toi, Laurie, dans ton métier d'infirmière, et surtout en soins palliatifs, c'est tous les jours en fait, ça, d'accueillir une personne. Tu sais qu'elle vient pour ça en fait. Est-ce que c'est quelque chose que comment toi tu l'as accueilli ça à chaque fois? Est-ce que c'est à chaque fois dur? Est-ce qu'on est habitué entre guillemets En vrai, on s'y habitue pas vraiment. Après, quand il y a un admis ou une admise dans le service de soins palliatifs, souvent l'annonce a été faite. Ouais. Donc, on va dire que le patient a commencé déjà à être dans cette acceptation. Ouais. Là où nous, on va faire ce gros travail, ça va être avec la famille qui, là, va être parfois plus démunie, vraiment parfois même désemparée. Mais le patient, lui, il a déjà cheminé, en fait. Quand il arrive dans ce service, souvent, c'est lui, il a accepté. C'est plus avec la famille aussi qu'il va falloir vraiment accompagner. Okay. Je vous propose d'écouter un petit extrait, c'est tiré de la série En thérapie. Olivier Nakache
Eric Toledano, et puis on en rediscute juste après. Vous êtes inquiet parce que ce que je traverse, ça vous terrifie. Vous pouvez pas le supporter, je le vois bien. Je vais encore m'évanouir sur votre canapé, ou pire. Vous êtes prêts pour ça? Les nausées, les cheveux qui tombent. Vous allez pouvoir me regarder comme ça? Je vais perdre du poids, je vais avoir l'air d'un cadavre. Et vous allez me dire quoi? Que je dois être forte, que je vais m'en sortir? Voilà, c'est ça ma vie. Vous voulez vivre tout ça avec moi? Moi, en tout cas, je veux le vivre avec personne. Je veux pas voir la peur et le dégoût dans les yeux des gens qui m'aiment. Parce que personne peut rien faire. Personne peut rien faire pour moi. Alors si je comprends bien, aider quelqu'un pour vous, c'est une torture, douloureux, c'est infernal. Et si quelqu'un vous aide vraiment, il finira par vous détester, c'est ça? Alors Marie, moi, sur cet extrait, donc on entend Lydia, jouée par Suzanne Lindon, qui s'adresse à son thérapeute, Philippe Dayan, donc qui est joué par Frédéric Pierrot. Donc pour recontextualiser, elle a appris qu'elle a un cancer. Il faut qu'elle se soigne. En fait, justement, le thérapeute décide d'aller au-delà et il lui dit bon, on va arrêter de discuter maintenant. En fait, t'appelles tes parents, tu vas prendre tes médicaments, tu vas à l'hosto, tu vas prendre tes médicaments. Et il a contraint. En fait, ce que je me posais comme question dans cet extrait, c'est finalement, lorsqu'on accompagne quelqu'un comme ça, alors que ce soit sur un lit d'hôpital ou que ce soit finalement en thérapie, pendant pas mal de temps, j'imagine que l'un comme l'autre, des fois, ça peut durer des années. 4 ans. Est-ce que, voilà, en 4 ans, finalement, la maladie, alors pour l'hôpital c'est un peu plus clair, mais est-ce que la maladie elle vient pas comme un troisième personnage dans cette relation, une présence un peu familière qui est là et finalement qui nous renvoie quotidiennement à notre propre finitude, à nos propres vulnérabilités, parce qu'il y a beaucoup de chances qu'à un moment donné, enfin beaucoup de chances, il y a 100% de chances qu'on finisse mort. Oui. Comment on gère ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti Personnellement, moi c'est un truc vraiment j'ai traversé pendant ma propre thérapie autour de la fin de vie de mes grand-mères qui m'ont élevée, donc symbolique assez forte. Et j'ai été accompagnée par une thérapeute qui avait beaucoup travaillé en soins palliatifs et qui donc m'a amenée à traverser mes peurs par rapport à ça. Et je crois que ça a contribué à mon désir d'y être. C'est un peu ça qu'elle questionne aussi, Suzanne Landon, dans ce moment-là. C'est est-ce que vraiment tu vas me tenir la main jusqu'au bout, quoi. Et je pense que c'est là aussi où ça va chercher quelque chose, je me tiens le ventre en même temps, du fond des tripes, qui est... ouais, en fait, je suis cap. Je suis cap, mais je sais aussi que derrière, je peux appeler à l'aide si j'ai besoin. En fait, c'est pas dans le vide, parce que comme je suis en libéral, c'est important que je sois pas seule avec ça. Et en fait, ce qui m'a aidée aussi, c'est un échange que j'ai pu avoir avec une oncologue de Bergognier, qui m'a permis, moi, de me préparer. C'est-à-dire, j'avais compris des choses que ma patiente n'avait pas compris, ou qu'en tout cas, elle ne pouvait pas entendre. Et moi, ça m'a permis d'être prête, en fait, jusqu'au dernier jour. Ouais. Et toi, Laurie, ça parle aussi, cette vulnérabilité qui est renvoyée? Oui, ça résonne, mais moi, ce qui a pu me surprendre le plus, c'est que parfois, en fait, dans ce service-là, la mort, finalement, on n'en parle pas énormément avec le patient. Okay. Et c'est lui qui va pouvoir limite en rire. Et là commence la position que moi j'ai pu avoir, c'est à chaque fois, je suis sidérée parce que
je sais pas comment rire de la future mort de ce patient. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai hésité à prendre un autre extrait que j'avais envoyé à Hayat et c'était Lydia, donc Suzanne Lindon, qui en fait ça ouvre par une séance et en fait c'est elle qui s'adresse au thérapeute en lui disant comment allez-vous aujourd'hui et ça m'évoque ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné elle a un cancer, elle risque d'y passer et s'adresse aux soignants en disant comment tu vas. Ouais. Non mais ça après j'ai appris du coup à le faire parce que je me disais aussi tout simplement que si il désire en rire, ben on y va, on va l'accompagner là-dedans aussi. C'est peut-être un besoin, mais ça renvoyait quelque chose de pas agréable les premières fois. Ouais. Donc non, on apprend, ils nous apprennent plein de choses les patients sur nous-mêmes aussi. Et à un moment, elle dit, exactement, je ne sais plus, mais en gros, vous allez me dire que je dois être forte. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ont renvoyé les personnes que vous avez accompagnées, cette injonction de devoir être fort et de supporter les choses, d'avoir du courage, alors que on n'a pas envie peut-être. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez pu évoquer? Je ne veux pas être forte en fait. Cette femme-là, elle était forte en fait. C'était naturellement. Ce premier rendez-vous, elle était effondrée parce qu'elle était dans l'effet d'annonce. Mais la séance d'après, c'est bon, je démarre la chimio. Enfin, vraiment, elle était très combative. Et ça a été plutôt à l'inverse. D'apprendre à ne pas l'être et à se laisser aller, à être vulnérable, parce que l'humour c'est bien, hein. on fait le fort, mais des fois voilà, et c'est d'accepter cette temporalité qu'on maîtrise pas. On sait pas quand ça sera notre heure en fait, même si on sait qu'on est condamné, on sait pas à quel jour ça va arriver, enfin on n'est pas encore à choisir, certains choisissent, mais et finalement, c'est d'être vivant jusqu'au bout. Et même soi, je trouve, en face de ces patients-là, si on est dans notre authenticité, on leur fait un cadeau, je trouve. Moi, j'ai pu l'observer surtout vis-à-vis des familles quand il y a les visites. Face à leurs proches, ils endurent tout. Et quand ils partent, là, c'est dur. Mais... moi, il y a un patient qui m'avait dit non, mais ils étaient très nombreux dans la chambre. Après, c'est un service où, pour le coup, les visites sont autorisées toute la journée, toute la nuit, peu importe le nombre. Alors, on régule, mais c'est assez libre. Et il disait non, mais laissez-les, ça leur fait du bien. Donc, ça leur fait du bien. C'était pour la famille. Et une fois que la famille sort de la chambre, par contre, là on dit là, j'ai mal ici, je suis fatiguée. Et donc cette force-là devant les proches, surtout. De continuer à prendre soin du thérapeute, mais des proches aussi, de la famille, jusqu'au bout. Et il y avait ce que tu disais, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, je vais me battre, on va combattre la maladie, etc. Il y a quand même autour de la maladie, peut-être plus des cancers qu'ailleurs, un espèce de vocabulaire guerrier qui serait... une forme d'acceptation, parce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de si elle se bat, c'est qu'elle est proactive dans sa maladie, alors que si elle dit finalement j'ai mon cancer, mais en vrai je vais laisser les choses se passer, je vais me soigner, mais je vais pas me battre, mais ça résonne un peu bizarrement, je trouve. Ouais, et il y a aussi quelque chose du côté de la culpabilité, comme si la personne était responsable de son cancer aussi, qui est pour le coup à combattre. Oui, c'est ça. Un peu, parce que c'est très vite, si j'avais fait plus tôt, si j'avais fait ci, si j'avais fait toutes ces négociations en fait qui font partie du deuil, mais et qui peuvent être dévorantes par moments. Et sur les derniers rendez-vous, ça se passe comment Les derniers rendez-vous, ils ont été faits par téléphone. Parce que le dernier, elle était hospitalisée. Je m'étais rendue disponible pour aller la voir si elle l'avait souhaité, mais jusqu'au bout, c'est elle qui a choisi tout.
Et c'était des moments où elle... je pense que c'était un peu ce moment-là, quand la famille s'en va, en quelque sorte, où elle pouvait... Parce qu'elle allait jusqu'à protéger son oncologue, hein, quand même. Ouais. Ok. Donc, elle prenait vraiment soin de tout le monde. Et même de moi, il a fallu que je me batte pour qu'elle prenne pas soin de moi, quoi. Ouais. Parce que moi, en fait, qu'est-ce qui reste à la personne quand il n'y a plus l'espoir de la guérison? L'instant. Ouais. L'instant. J'ai regardé mes dernières notes ce matin, j'ai 4 lignes, quoi. Et elle parle de douleur, elle parle de... quand il y a la morphine, ça y est, je dors et c'est formidable. Il y a... Elle est là, en fait, et elle me dit la semaine prochaine au téléphone. Ouais. Et elle est morte le lendemain. Et moi, je savais que c'était la dernière fois qu'on se parlait parce que j'avais eu des éléments. Et je pense que c'était sa manière de préserver. Un Moi. peu la relation encore, Ouais, un peu en plus disant longtemps. ça va aller, ma mère, ça va aller. Ouais. Mais, et jusqu'au bout, elle a fait ses choix. Je suis super fière d'elle pour ça. Je suis venu vous voir avant de partir. Il n'y avait personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si encore une fois je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, je me serais bien battu encore. Adieu mes amours, priez pour moi. Toi que j'aime, que j'ai aimé, compagnon d'un jour ou d'une année. Déjà tu sais que dans mon cœur même moisi flotte encore violence et tendresse. Mon existence ne tient pas qu'à ma graisse. Je suis esprit avant d'être un corps. Je suis mort mais rien n'est fini. Il reste ma voix et bien peu d'écrits. Oh, j'avais surtout une grande gueule pour chanter des chansons d'amour pour Paris. Sur ma petite scène du tour-tour. Mes amis, ne pleurez pas. Le combat continue sans moi. Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con. Avec du sang plein les orbites et même du plastique sur la bite. Je vais sûrement être recalé à l'examen du grand sage, mais j'en profiterai quand même pour lui dire ce que j'en pense de l'existence, cette engeance. Et s'il ne voit pas que je suis un ange, alors qu'il change de boulot. Et s'il veut, moi je prends sa place. Il y aura des filles et de la ganja, des passions sans limite. Nous nous battrons des ailes et nous volerons bourrés. Nous mangerons des pommes envenimées et nous cracherons le mal comme un pépin. Nous serons sincères comme jamais et nous serons beaux pour ça. Je suis venu vous voir avant de partir. Il y a des personnes, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si encore une fois je vous laisse le pire. Je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, priez pour moi. Bon, moi, elle me fait toujours un peu pleurer, cette chanson. Mano Solo, même proche de la mort, on entend comme ça cette pulsion de vie, cette volonté de créer du lien, d'être avec les gens, de dire il faut y aller, il faut continuer
continuer à apparaître dans le monde commun, continuer à créer du lien avec les autres. Et est-ce que finalement, dans la maladie, dans la mort, est-ce qu'on peut arriver quand même à continuer, nous, à faire ces passeurs de liens, ce relais vers la vie encore jusqu'au bout? Est-ce que c'est des choses que vous avez réussi à voir, observer, à faire parfois? Raconter nos soirées, par exemple. Moi, si je faisais 3 jours consécutifs, les patients, ils aimaient savoir ce que je faisais chez moi le soir. Et c'était peut-être leur façon de connaître qu'est-ce qu'il y a dehors, la vie, quoi. Comment elle se passe. Le temps, parce que ils peuvent pas forcément sortir dehors. Le temps, comment il est. Il y a du vent. Beaucoup de questions pour rester ancré comme ça. Et juste une anecdote que j'avais trouvée hyper jolie. C'était une dame qui était en fin de vie, mais qui comme attendait quelque chose pour partir, parce que ça durait. En fait, sa fille était enceinte. Okay. Et elle a accouché, elle est venue avec le bébé, et le lendemain, elle est partie. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi, pour répondre à ta question, comment maintenir aussi ce lien, elle avait peut-être besoin de boucler la boucle, quoi. Et à un moment, je me dis, je vous laisse le pire. Est-ce qu'un thérapeute, une infirmière, un professionnel fait le deuil d'un patient, d'une personne qui l'a accompagné? Je pense. Ça n'est pas de tous, heureusement. Ce serait... Mais il y a j'ai envie de dire que c'est une sorte d'autre deuil. Mais pour moi, elle m'a surtout laissé un cadeau, en fait. Grâce à elle, je crois que j'ai gagné une forme de confiance en moi et dans mes capacités d'accompagnatrice, en fait. Et elle est présente en quelque sorte avec moi quand je suis confrontée à la question du deuil, que ce soit d'une personne endeuillée ou de la maladie. Parce que est-ce que ça veut dire que c'est pas à moi qu'elle a laissé le pire. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, elle t'a bousculé dans les limites de tes capacités à l'accompagner? Finalement, je me rends compte là que peut-être pas tant. Et je pense à une autre situation où pour le coup, c'est une personne endeuillée qui m'a amenée dans plus de limites. Ouais. Plus de limites, plus de questionnements sur est-ce que je suis à la juste place, parce que peut-être ça rejoint ce que tu disais sur en fait elle savait, mais quelqu'un qui reste, lui garde le pire, en fait. C'est à lui de continuer à vivre, à lui ou à elle de continuer à vivre sans la personne aimée, et c'est ça finalement qui est finalement c'est peut-être ça qui a été plus bouleversant pour moi, d'être témoin passif finalement de cette détresse et cette incertitude sur la justesse de la place. Je pense que je l'ai plus profondément éprouvée dans l'accompagnement des endeuillés que dans l'accompagnement de fin de vie. Du coup, je m'écarte. Et toi, Laurie, t'as vécu un moment où tu pouvais plus? Moi, il y a eu 3 nuits consécutives où, en rentrant chez moi, j'entendais encore le bruit du service, les sonnettes, les pousse-seringues, les gémissements. J'arrivais pas à m'endormir. J'avais encore tous ces bruits parasites en tête, et j'ai fait de l'EMDR pour me débarrasser de ça. Du coup, il y a eu... On nous explique ce que c'est que le MDR? Du coup, c'est une séance avec une psychologue qui a un moyen pour soigner les traumas.
en fait. Alors, exactement comment ça marche, moi, il y avait un tic-tac. Avec les yeux, c'est ça, oui, c'est quand voilà. t'as les yeux qui bougent. Ouais. Et je devais me remémorer des souvenirs, pas forcément en lien avec le trauma. Et en fait, à force, ça a marché. Je ne saurais pas trop expliquer comment ça marche, mais en tout cas, ça a été efficace. mais ouais, ça peut laisser des traces. Ces nuits, ces journées, ces moments. Ouais, c'est éprouvant. Ouais. Et là, d'ailleurs, dans l'extrait d'Avant-Thérapie, donc, en fait, il décide d'aller accompagner Lydia à l'hôpital. Et donc, il se revoit la séance juste d'après. Et il y a toute cette question de, finalement, est-ce que c'est ma place de thérapeute que de l'amener à l'hôpital? Et du coup, toi, Laurie, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où tu t'es dit, quand je raconte mon week-end, est-ce que c'est vraiment ma place d'infirmière que de raconter mon week-end, ou est-ce que justement c'est ça qu'on me demande en tant qu'infirmière en soins palliatifs, c'est de raconter mon week-end? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu te demandais est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Tu veux dire quand raconter mon week-end aux patients ou autre, dans d'autres moments où tu dis peut-être que là je suis en train de dévier de ce qu'on... Finalement, moi j'en parlais pas beaucoup. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait comprendre ce qui se passait dans ce service, en fait. Et puis aussi peut-être pour préserver mes proches. Et vous avez de la supervision? Alors moi j'étais intérimaire, donc pas forcément, mais dans ce service-là, on m'a autorisée à faire partie de groupes, en fait, avec la psychologue du service pour parler de situations difficiles. Ouais. Vu que je faisais des remplacements longs, on m'y a autorisé, ouais. Ok. C'est chouette. Ouais, ça c'est pas mal. Toi, Marie, en dehors de cette expérience-là, tu as eu l'occasion d'accompagner, en tant que psychologue, des professionnels qui sont confrontés à l'accompagnement à la fin de vie? Je réfléchis. Parce qu'en fait, il m'arrive d'accompagner des professionnels, indirectement, j'ai envie de dire. Indirectement, parce qu'il s'avère que ce sont des professionnels de la sphère médico-sociale, mais qui viennent me voir pour de la thérapie. Pour eux, et donc, qui abordent... Pas de temps du côté de l'analyse de la pratique ou de la supervision. Pas pour le moment, mais j'aimerais bien. Oui. Et j'ai peut-être une dernière question. La question du corps qui change, de la laideur, c'est des choses que vous avez abordées avec les personnes qui venaient, que vous avez rencontrées, et comment on fait face, parce que c'est réel, il y a le corps qui change. Oui. Là, en l'occurrence, cette femme venait avec des problématiques vraiment qui questionnaient le féminin, la féminité, comment on est dans la séduction. Donc perdre ses cheveux, évidemment, ça a été la première fois. Plein d'ambivalence pour elle. Parce qu'à la fois, c'est un symbole, le cheveu, on ne va pas faire... Mais en même temps, elle y a gagné aussi quelque chose de... c'est aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et il y a eu tout un truc autour de la perruque que finalement, elle n'a jamais portée. Ouais. Préférant presque assumer le côté foulard. C'est ça, c'est moi. Et la dégradation du corps, on en parlait. C'était... mais c'était... Je sais pas comment dire. Je suis super hésitée parce que j'ai des images de séances qui me viennent là. Moi, ce qui m'impressionnait, c'était la teinte de sa peau, par exemple. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a abordé. Ouais. Donc, on touche. Je sais pas si je réponds à la question, pardon. Mais si, parce que justement, tout à l'heure dans l'extrait, on entendait. C'est ça que vous voulez voir, vous voulez me voir devenir toute maigre, vomir, une espèce de dégoût un petit peu, et à questionner comment il va la regarder en fait finalement son thérapeute. Et je crois que là c'est important de tenir son propre regard, c'est-à-dire de ok, waouh. Parfois quand on vous la porte c'est waouh. Et de finalement être prête soit à ce que si c'est vu,
l'assumer et puis on le bosse, quoi. Ouais. Soit si c'est pas vu, tant mieux, et puis on laisse venir, mais d'être conscient en fait de ce que ça... pour moi c'était important d'être consciente à chaque instant de ce que ça me faisait à moi aussi, mais pour que ça soit pas au milieu, parce qu'en fait on s'en fiche. Ouais, oui. J'ai peut-être une petite dernière question avant de conclure. On entend Mano Solo qui dit on va voler bourré, il y aura des filles, il y aura de la ganja, etc. Cette pulsion de vie comme ça, comment vous arrivez le soir en rentrant chez vous en fait à se dire la vie continue et est-ce qu'on passe des week-ends de folie? Je m'adresse à Laurie pour les week-ends de folie. On se dit j'ai de la chance. On se dit on est vraiment. Enfin moi je suis reconnaissante de tout en fait et on se plaint moins. On continue mais on se plaint moins. Ça nous oblige à vivre, à accepter des choses de la vie. Quand on voit ce que ces personnes traversent, ça rend humble aussi. Et effectivement, on se sent un peu verni du coup, parce que même les problèmes qu'on peut traverser, c'est du quotidien. Mais leur quotidien reste aussi important en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent péter un câble pour un verre renversé, comme n'importe qui, quoi. Mais c'est ce truc quand on rentre, de regarder autour de soi et ça rend la vie plus précieuse. Oui. Merci. Merci Laurie, Marie, merci à vous d'être venus. Et puis on rend hommage à toutes les personnes qui nous ont quittés trop tôt. Et toutes celles qui travaillent auprès de ces personnes jusqu'au bout. Tout à fait. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. C'était Babillage Social. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur un petit peu tout. On est au café Le Petit Grain et surtout n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce. Surtout à venir nous raconter vos belles histoires. Merci. Je suis venu vous voir avant de partir. Il n'y avait personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si, encore une fois, je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la main.